Ah, le meilleur souvenir de mon enfance. Ah, bah, quand j'ai eu mon premier vélo. J'avais environ 10 ou 12 ans. Non, peut-être que c'était 8 ans plutôt. Et mon père m'a amené au magasin et m'a dit de choisir le vélo que je voulais. Donc j'y suis allé, j'ai acheté un vélo jaune tout neuf. Et ouais, pour moi c'est ça le meilleur souvenir de mon enfance. José Luis est la première personne à avoir répondu à mon appel à témoignage. Le soir même, il était dans les locaux de la CIMAD pour me partager son histoire. La barrière de la langue, c'est difficile. L'enfermement, c'est difficile. Je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas ça, en fait. Il y avait des chevaux et des papiers. La Croix-Rouge n'avait pas la capacité d'aider tout le monde. Quand tu sors de chez toi, tu sais même pas quand tu vas rentrer, tu vois. Mais canso vida, oíste. T'es 5 policiers pour moi toute seule. On est un peu comme des Saïmiri derrière la cage et on tend des bananes. Horizon Migration, un podcast de Camille Doms. Je suis né à Saint-Domingue, en République dominicaine. Ma mère était femme au foyer, elle travaillait comme femme de ménage. Elle allait chez les gens pour faire le ménage, quoi. Et mon père était un petit entrepreneur. Il a d'abord travaillé dans une entreprise, puis il a perdu son emploi et a décidé de faire des petits boulots. Je dirais que mon enfance a été plutôt bonne. Je vivais parfois avec ma mère, puis avec mon père. Et je n'ai pas grandi dans un mariage comme d'autres personnes, mais je remercie Dieu pour mes racines et pour ma famille. Et c'est la chose la plus importante. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Moi, j'en ai une, même si elle est loin et que je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Mais quand même, je sais que j'ai une famille et je remercie Dieu pour ça. Mon enfance a été bonne, malgré tout. Je dirais même qu'elle a été belle. Je voulais être architecte. J'ai rêvé de ça quand j'étais enfant. Mais parfois, la vie ne nous donne pas ce qu'on veut. À Santo Domingo, les maisons sont plus modernes. Je dirais pas plus belles qu'ici, car il y a différents goûts pour tous. Mais je dirais qu'elles sont plus modernes. Ici, les maisons sont plus traditionnelles, tu vois. José Luis a ainsi grandi en République dominicaine. Il y construit sa vie et plus tard, il fonde une famille. Un jour, un drame touche un de ses proches. Il n'a pas souhaité l'évoquer ici par peur d'être reconnu et de se mettre en danger. À partir de ce jour, il ne peut plus rester dans ce pays sans risquer sa vie. Il décide de partir. Ainsi, si le reste de son témoignage laisse entendre qu'il est venu en France pour des raisons économiques, c'est d'abord parce que sa vie était menacée qu'il a dû fuir. La première fois que j'ai essayé de passer en France, c'était traumatisant. Je me souviens, je me suis réuni avec un groupe de personnes qui voulaient aussi entrer. Et on avait essayé de payer un taxi, c'était une personne qu'on a trouvée sur la route. Et je pense qu'on a été vendu par le chauffeur, parce que la police nous a surpris à 2 km de la frontière. Et on a été emprisonnés 2 jours. Et on a bu uniquement de l'eau, enfin vraiment une baguette et une toute petite bouteille d'eau. Et c'était aussi une oppression constante, la pression psychologique, je veux dire. C'était peut-être le travail de la police, mais il n'est pas facile pour une personne qui aspire à un avenir meilleur de faire face à cette réalité. Et c'était quelque chose de traumatisant, tu vois. C'était très très difficile. Et la deuxième fois, c'était pire, parce que c'était l'expérience de ma vie, tu vois. Tout le monde a un bon souvenir de son enfance, mais on a aussi tous des expériences traumatisantes dans notre vie, quoi. Et cette expérience m'a marqué à vie. J'ai trouvé le bateau ici, là où tout le monde se retrouve, à la frontière de l'Oyapock. J'étais au Brésil, après avoir été arrêté par la police dans la voiture, et avec les mêmes personnes avec qui j'étais en prison. Et nous nous sommes mis d'accord pour chercher un bateau, parce que finalement l'objectif de tout le monde était d'arriver ici, tu sais, pour demander l'asile politique. Et on était déjà informés de la procédure, tout ça. Et la traversée a duré 1 jour et 1 nuit, et la pire nuit de ma vie. Parce que je voyais tout le monde désespéré. Et je pense que nous avons eu de la chance, parce que beaucoup de gens perdent la vie en faisant la traversée. C'est le cas d'une femme que j'ai rencontrée ici. Sur le bateau, c'était la seule survivante. Ils sont tous noyés. Elle a passé presque 3 mois à l'hôpital et elle a été sauvée parce qu'elle portait un gilet de sauvetage. Et le canoë s'est brisé avec les vagues. Et c'est pour ça que je dis que c'est la pire nuit de ma vie, quoi. Les vagues sont énormes et on doit endurer toute cette pression
J'ai vu des gens pleurer, crier désespoir. C'est comme une nuit en enfer. Si c'était un bateau, dans de meilleures conditions, ce serait différent, mais c'était un bateau en bois, fait à la main. On était 20 personnes, 20 ou 25 plus ou moins. On est arrivé à la plage de Maori. Le début, c'était le plus difficile. Sur le bateau, j'ai rencontré quelqu'un, on est devenus amis. Il m'a dit de venir chez lui et j'y suis allé, quoi. Et le lendemain, sa mère m'a demandé de quitter sa maison. Elle m'a dit qu'elle payait l'eau et l'électricité et que je devais partir. Et après, j'ai trouvé une personne qui m'a donné un logement pour 2 mois, une personne dominicaine. Et elle vivait ici depuis longtemps, elle était déjà installée et régularisée. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'habite ici. Ma vie a été bonne, Dieu merci. Je suis encore là. J'ai eu des bons et des mauvais moments, quoi. Je vais vous raconter une expérience. L'autre jour, j'ai été arrêté par la police en sortant du supermarché. Tout allait bien. Ils m'ont demandé ma carte vitale, qui avait expiré depuis 1 an, parce que c'est difficile de la renouveler ici. Et le policier m'a dit, vous savez, c'est moi qui paye pour ça. Vous voyez, ce sont mes impôts qui ont payé pour ça. Et là, il vous insulte, il vous traite d'immigré. Mais qu'est-ce que vous cherchez chez moi? Qu'est-ce que vous voulez? Mais quand un Français vient chez moi, vous pouvez aller n'importe où et tout le monde vous invitera à venir manger chez eux. Ils vous demanderont si tout va bien. Le respect des gens, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et ici, c'est difficile à trouver. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu à aller chercher un meilleur avenir pour leur famille dans un autre pays. Pendant les périodes de crise en Espagne, il y a de nombreux Espagnols qui sont allés à Saint-Domingue. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'Espagne accueille les Dominicains. La plupart des Dominicains qui émigrent vont en Espagne parce qu'ils sont plus sensibles à eux. Et je pense pas que ça devrait être seulement en Espagne parce qu'on est tous les mêmes, vous voyez. Le monde devrait être différent, moi je vais vous le dire. Ici, le système ne fonctionne pas. Je bénéficie de l'aide alimentaire depuis 2 ou 3 ans. Je peux vous montrer les documents que le juge m'a remis. Et j'ai pas de permis de séjour pour travailler et subvenir moi-même à mes besoins. Et c'est mes fouets la quoi. Ah ouais. Je vis ici, à Cayenne, en ville. Et chaque jour, je fais ce que je peux. Je fais généralement des petits boulots. Quand il y a du travail, je vais le faire. Je conduis mon scooter comme chauffeur de taxi. Je vends des chaussures de tennis, tu vois. Ton métier, c'est un peu résoudre les problèmes des gens. Ouais, je dirais résoudre les problèmes des gens, voilà. Je dis que c'est de ça que je vis maintenant, quoi. Mais je suis sérigraphe, en fait. Et j'espère un jour créer un centre de sérigraphie ici, à Cayenne, pour travailler et aussi donner des cours aux jeunes et aux étrangers qui viennent ici ou qui sont dans le besoin, voilà. Pour les aider aussi. Mais donc ça, c'est si Dieu le permet, si un jour l'État français m'en donne l'opportunité. Tu dirais que ta situation financière, elle est meilleure qu'en République dominicaine ? Mais bien sûr, mais 1000 fois. Enfin, je vous le dis, dans un certain sens, c'est mieux payé parce qu'en République dominicaine, le salaire minimum, il est de 14 ou 15 000 pesos, mais vous devez travailler de 7h du matin à 7h du soir, et à la fin, 15 000 pesos ne vous donne mais rien du tout, parce que vous devez payer 8 000 pour la maison, la nourriture, l'essence, et c'est tout. Et c'est là que sont allés les 15 000 pesos. Alors, vivre avec ce mode de vie, c'est difficile. Travailler pendant 1 an pour pouvoir économiser et acheter ma maison, c'est très difficile, vous voyez. Et c'est pourquoi la plupart des gens émigrent. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui émigrent, il y a peu d'opportunités, mais les politiciens veulent tout l'argent, vous voyez. Et le peu d'argent qui reste, vous devez le donner aux flics dans la rue pour qu'ils ne vous emmènent pas en prison ou pour qu'ils n'inventent pas des crimes pour vous. Et donc vous vivez ce style de vie pour rien, pour voir votre famille souffrir jour après jour, et quand vous n'avez pas assez d'argent pour ramener du pain à la maison pour vos enfants, ou quand vous voyez que votre mère a besoin d'un médicament qui coûte 5 000 pesos, et que vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, bah c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens émigrent, ils viennent chercher un autre avenir, et dans cette bataille, beaucoup perdent leur vie en essayant de trouver un rêve, un avenir pour eux-mêmes, et un avenir meilleur pour leur famille. Nous n'avons pas les chiffres exacts du nombre de personnes qui ont trouvé la mort lors d'une traversée dans les Caraïbes. Ces drames sont pourtant réguliers et les victimes sont nombreuses. Ce coût humain est une conséquence directe des politiques de fermeture des frontières. Pour trouver une vie meilleure, il faut, comme le dit Oscar, que l'État français en donne l'opportunité aux nouveaux arrivants. Pour cela, il faut notamment accorder des papiers. En effet, sans papiers donnant le droit de présence sur le territoire, on ne peut pas prétendre à un contrat de travail, un logement, ou encore à la sérénité de sortir dans la rue sans se faire arrêter. J'ai discuté avec Antoine Frère, juriste en droit des étrangers depuis de nombreuses années et intervenant au CRA de Matoury depuis peu, de ce qu'on appelle les titres de séjour. Alors, un titre de séjour, c'est le document qu'on demande quand on arrive en France. Comme le droit l'a réfléchi, normalement, c'est le document qu'on demande une fois qu'on a eu un visa
et qu'on arrive après une entrée régulière, on demande un titre de séjour qui nous permet de rester en France, généralement pour le premier titre de séjour pour une durée d'1 an, qu'on doit renouveler tous les ans ou à période fixe pour justifier de son droit au séjour en France. Ça permet de justifier auprès des organismes sociaux, mais aussi auprès de la police, de la régularité de notre séjour en France. Est-ce que tu peux donner des motifs pour lesquels on peut demander un titre de séjour ? Alors du coup, les 3 grands motifs, il y en a d'autres en périphérie, mais les 3 grands motifs, ça va être pour les études, pour le travail et pour la vie privée et familiale. Un titre de séjour, c'est donc le document que José Luis tente d'obtenir à l'heure de notre entretien. Au vu de sa situation, José Luis ne peut pas faire valoir de droit au séjour, comme pourrait le faire un conjoint de Français ou les parents d'enfants français par exemple. José Luis peut demander ce qu'on appelle un titre de séjour discrétionnaire. Cela signifie que le choix d'accorder ou non à José Luis un titre de séjour revient au préfet. Cette décision est exceptionnelle. Même si la décision est à la discrétion de chaque préfecture, des catégories de titres de séjour existent. Chacune est basée sur des critères qui laissent une grande marge d'appréciation. Le titre de séjour vie privée et familiale, par exemple, est le titre le plus sollicité en Guyane. Il repose sur 3 critères fondamentaux dont je vous laisse juger la part d'appréciation subjective. D'abord, le ou la préfet évalue l'intensité des liens. Ce qu'entend la préfecture par intensité des liens, c'est le fait que son dossier s'appuie sur des liens avec un entourage proche. Les liens de parenté et de couple sont ainsi davantage reconnus que des liens amicaux ou professionnels. À la CIMAD d'ailleurs, on conseille de ne pas monter de dossier s'il n'y a pas au moins un enfant ou un conjoint sur le territoire français. L'institution juge ensuite de la stabilité des liens entretenus. Qu'on s'entende, je mets des guillemets en disant cela, parce que ce qu'entend la préfecture par le mot stabilité repose sur la régularité des personnes avec qui des liens sont mis en avant. Ainsi, seules les relations avec des personnes françaises ou régulières sur le territoire sont prises en compte. Enfin, ce titre est fondé sur l'ancienneté des liens créés en France. Plus nos relations sont longues, plus elles ont de poids dans un dossier. Pour démontrer cette ancienneté, on doit par exemple prouver une communauté de vie avec son ou sa conjointe, prouver que l'on vit ensemble ou en tout cas que l'on entretient une relation régulière. Si ce n'est pas le cas pour les titres de séjour vie privée et familiale, il est préférable de prouver une présence longue sur le territoire français. Les preuves de présence en France sont particulièrement fastidieuses à réunir. La préfecture peut accepter tout type de preuves, mais les preuves provenant d'une administration ont davantage de poids. De même, ces documents doivent couvrir plusieurs années, très régulièrement, tous les trimestres au minimum. Je me souviens avoir passé plusieurs après-midi à trier des classeurs de documents administratifs, accumulés sur 5, 10 ans, par des personnes dans l'espoir d'un jour pouvoir présenter un dossier complet. Ce dossier réunit ainsi différents documents, propres à chaque situation. Unique point commun entre tous les titres de séjour, l'attestation de non-polygamie, qui est obligatoire. Est-ce que tu pourrais décrire la démarche qu'il faut faire pour demander un titre de séjour ? En Guyane, c'est hyper particulier. Parce qu'en métropole, et sur l'essentiel du territoire, maintenant, les titres de séjour, c'est essentiellement dématérialisé, en tout cas pour beaucoup de titres de séjour, et pour la prise de rendez-vous, etc. Donc tout va se passer en ligne, ou en tout cas une grosse partie de la procédure. En Guyane, c'est différent. La dématérialisation, elle en est à ses tout débuts. Et la préfecture est clairement en sous-effectif, les gens ne sont pas assez formés. Et du coup, on se retrouve avec une procédure très particulière. Alors, les gens doivent envoyer un courrier en préfecture avec des informations très précises. Bon, ça va être nom, prénom, etc., mais aussi des documents. Il faut que ce soit les bons documents qui soient bien traduits. Suite à ce courrier, la préfecture est censée donner un rendez-vous sous les 4 mois, ce qui n'arrive pas. Donc, au bout de 4 mois, les personnes peuvent saisir un avocat afin de saisir le tribunal pour faire ce qu'on appelle un référé mesure utile. Et dans sa requête, l'avocat va demander à la préfecture de donner un rendez-vous à la personne. Ça, c'est au bout de 4 mois. Après, le référé mesure utile, il est audiencé en 1 mois à peu près. 5 mois minimum pour avoir un rendez-vous en préfecture, sachant qu'il peut être donné 2 ou 3 mois après ce rendez-vous. Donc là, on est déjà sur du 8 mois, juste pour
avoir le droit d'aller en préfecture déposer son dossier. Et sachant que les gens ils vont faire ça, donc s'ils sont bien accrochés déjà, parce que c'est pas forcément évident à faire, et une fois qu'ils sont au guichet de la préfecture, ce qui arrive très souvent, c'est qu'ils se prennent des refus de guichet, genre il leur manque un document ou la personne au guichet de mauvais poil ce jour-là et décide de ne pas prendre leur dossier. Et ils retournent à la case départ. Il faut recommencer. J'ai demandé un rendez-vous et ils m'ont envoyé le document prouvant qu'ils ont reçu ma demande, mais ils ne m'ont pas donné de réponse. Et j'ai même envoyé des copies de mon passeport et de mon reçu à un pasteur d'une église pour qu'il prie pour moi. Et on me donne pas de rendez-vous. Dernièrement, les rendez-vous étaient vendus par des profiteurs, ça coûte 200 € pour avoir un rendez-vous avec la préfecture. Ça, c'est des choses qu'on peut pas dire, parce que imaginez, l'État est une société parfaite et c'est nous les envahisseurs. Ce qu'évoquent Rose et Louis, je n'y ai pas été confrontée à la CIMAD. Je ne peux donc affirmer l'existence de ces rendez-vous au marché noir. Ce récit témoigne néanmoins du désespoir de déposer sa demande de titre de séjour à la préfecture de Cayenne. José Luis est prêt à prendre le risque de tomber dans une arnaque. Cependant, même lorsque l'on est reçu par la préfecture, les délais de réponse de cette dernière ne sont pas garantis. En Guyane, on observe des chiffres assez similaires à la métropole. Ça va de 4 mois, quand la procédure est très rapide, à plusieurs années, dans la plupart des cas. Mais du coup, pendant ce délai d'attente, comment est-ce qu'on fait en cas de contrôle de police ? Alors normalement, toute demande de titre de séjour déposée donne lieu à la remise d'un récépissé. Et sur ce récépissé, on a un droit au séjour, et quand on a de la chance, on a aussi un droit au travail. Bon, ce qui est particulièrement difficile avec cette préfecture, c'est que le renouvellement des récépissés, il n'est pas évident. Et les récépissés, généralement, ils durent 3 mois. Ça veut dire que tous les 3 mois, on doit retourner à la préfecture pour renouveler son récépissé, faire la queue devant la préfecture, qui n'a pas de dispositif très encadré pour ce renouvellement, qui se fait un petit peu à l'arrache. Du coup, il y a plein de gens qui, au cours de l'instruction de leur titre de séjour, perdent leur récépissé ou n'arrivent pas à le renouveler et se retrouvent en situation irrégulière et risquent l'expulsion, quoi. Et concrètement, avoir une OQTF, ça veut dire quoi ? Avoir une OQTF, c'est être sous le coup d'une mesure qui peut faire qu'on peut être enfermé au CRA à n'importe quel moment, simplement sur cette mesure-là, et qu'on est à risque d'être expulsé. On a un délai pour être expulsé ou pas ? Alors, les OQTF, ça dépend où on se la voit remettre. Si on se la voit remettre suite à un contrôle dans la rue ou suite à une infraction, elles sont généralement données sans délai. Donc on doit partir immédiatement. Et c'est pour ça qu'on nous place au CRA pour organiser notre départ vers notre pays d'origine. Par contre, quand on nous la donne suite à un refus de titre de séjour, on a un délai de 30 jours pour partir, pour retourner dans son pays. Si on ne s'exécute pas, après on est en situation irrégulière, en plus avec une OQTF non exécutée. Et là, on est à risque à tout moment, quoi. Si l'on reçoit une OQTF ou une IRTF, on peut la contester. On peut demander à ce que notre cas soit à nouveau analysé si l'on considère qu'il a été mal jugé. Pour cela, on dépose en général un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Pour faire cette démarche, il est préférable d'être accompagné d'un avocat. Souvent, les personnes irrégulières n'ont pas les moyens de couvrir les frais d'avocat et doivent demander ce qu'on appelle une aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, ou l'AJ, c'est une aide de l'État pour que les personnes qui n'ont pas les moyens aient accès à un avocat. Elle prend en charge totalement ou partiellement les frais d'avocat en fonction du revenu de la personne qui en fait la demande. Dans le cas d'un recours contre une OQTF ou une IRTF, la personne a 2 mois pour déposer une demande d'AJ. Elle peut remplir le formulaire de demande seule, mais risque de rencontrer son avocat ou son avocate le jour du procès. Elle peut aussi chercher un avocat qui accepte de la prendre en demande d'AJ. Ce dernier pourra l'aider à remplir le formulaire lors d'un premier rendez-vous, qui lui coûtera une centaine d'euros. Une fois la demande déposée, le délai de 2 mois est suspendu le temps qu'un ou une avocate soit désigné. Lorsqu'on reçoit le nom de son avocat, on a à nouveau 2 mois pour faire son recours. Il faut donc le contacter au plus vite. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que faire un recours ne protège pas de l'arrestation. Durant cette période, la personne n'est pas en situation régulière. Elle peut à tout moment être arrêtée et expulsée. Il arrive que certains choisissent de ne pas faire de recours. En effet, une OQTF est applicable 12 mois. Si elle existera toujours juridiquement, elle produit des effets pour une durée limitée dans le temps.
Or, il est fréquent qu'entre la demande d'aide juridictionnelle et le recours, la personne soit auditionnée alors que son OQTF ne produit plus d'effet. Oui, je me sens bien malgré tout. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de racisme, beaucoup d'indifférence, juste parce que vous êtes étranger, et encore plus si vous êtes dominicain, sans penser aux répercussions ou différentes situations qui amènent chaque personne à vivre comme elle le fait. Parce que par exemple, je vous le dis, lorsqu'il y a un dominicain ou une dominicaine qui travaille tous les jours, on la catégorise comme prostituée, vous comprenez? Juste parce qu'elle est dominicaine, sans connaître son travail, sans savoir si elle se prostitue dans la rue ou non, juste parce qu'elle est dominicaine, et on la catégorise comme prostituée, vous comprenez? Et il y a des femmes qui le font, mais vous ne pouvez pas dire cela de toutes parce que vous ne savez pas comment elles se nourrissent. D'après mon expérience, pour payer une maison, afin de ne pas dormir dans la rue comme beaucoup d'Arabes, de Syriens, de Cubains, il y a des gens qui décident de se sacrifier pour ne pas être comme ça. Ils sacrifient leur dignité, leur vie, pour ne pas se voir comme ça, dormant dans la rue, sous la pluie, vous voyez. Et pour pouvoir manger tous les jours et envoyer de l'argent à leur foyer, qui, comme on le sait, dépendent de nous, enfin de chaque personne qui est ici, bah c'est une bataille. Et c'est comme le dit la chanson, celui qui ne le vit pas, bah, ne le comprend pas. Tu te sens plus en sécurité ici ? Ici, oui. Malgré tout, il y a moins de violence. Et je sais que c'est difficile pour quelqu'un de venir ici avec une arme à feu comme ça peut arriver là-bas. C'est plus paisible ici. Il y a plus de nature. Moi, je me sens bien. Je me sens vraiment bien ici. C'est déjà ma maison. Même si je peux pas parce que je suis ici depuis 10 ans, vous voyez. Mais j'ai rien ailleurs, en fait. Si je rentrais là-bas dans mon pays, qui est mon pays, hein, je vais me sentir mal à l'aise. Bizarre, parce que je suis déjà habitué ici. Ce n'est pas 2 jours ou 2 mois de vacances, c'est vraiment 10 ans que je suis ici. Et même si j'ai pas eu d'opportunité, je sens que j'ai fait ma vie ici. J'ai tout, et je me vois pas vivre ailleurs. Enfin, même en France, vous voyez, je vous le dis, mes enfants plus âgés, ils sont partis vivre en France. Mais si je m'y rends, ce sera pour rendre visite à mes enfants. Mais moi, j'aime pas le froid, quoi. J'aime le soleil, j'aime la nature, j'aime faire du vélo. Ici, je peux sortir en chemise, enlever ma veste, faire du vélo. Là-bas, je pourrais pas faire ça. Même en été, on meurt de froid s'il est 8h du soir dans la rue. Donc j'irai en France pour mes enfants et pour reprendre des photos, parce que j'adore la photographie. Puis je reviendrai ici, parce que je me sens à l'aise, je me sens chez moi. C'est ça que je veux dire. T'as régulièrement des contacts avec ta famille ? Bien sûr, bien sûr. Je dois voir ma famille, en fait. Je pense même tous les ici parce que je veux voir ma famille, j'en ai besoin. C'est une nécessité, vous savez. Comme quand vous mangez quelque chose mais que vous avez encore faim. J'ai vraiment besoin de ça en ce moment, de voir ma famille. Tu les as pas vus depuis combien de temps ? 10 ans. Donc bien sûr que je dois partir. Et si j'en ai l'occasion et qu'ils me donnent la possibilité de régulariser mon statut et d'obtenir mes papiers, j'irai et je reviendrai ici. Sinon je partirai parce que je ne peux pas sacrifier une année de plus de ma vie sans voir ma famille. Je sais comment fonctionne le système, l'injustice, et je pense pas que cela en vaille la peine. Et donc je partirai avec beaucoup de douleur, hein, mais je dois décider, soit je passe 10 ans de plus à attendre les papiers pour pouvoir partir et revenir, soit je les passe sans voir ma famille, vous comprenez ? Et j'ai déjà pris ma décision. C'est la dernière fois que j'essaie de régulariser mon statut, et sinon je pars. Parce que la majorité d'entre nous, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui se comportent pas bien, comme il y a aussi des Français qui le font, parce que rien n'est parfait dans la vie. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui veulent une opportunité de pouvoir travailler, pour pouvoir démontrer que nous pouvons faire quelque chose, que nous sommes utiles pour quelque chose, que nous sommes bons, que nous avons beaucoup de choses à offrir. Tu peux me parler de tes enfants ? Mes enfants, c'est mon plus grand trésor. Mes enfants les plus âgés, ils vivent à Saint-Domingue, ils sont 4. Et j'ai aussi les 2 fils de mon sang et la petite fille de ma femme qui vit ici en Guyane. Elle n'a pas mon sang, mais je suis son père. Et ceux de Saint-Domingue, ils sont 4, 2 sont adultes et indépendants. Ma fille vit seule, elle travaille, et l'autre vit avec sa mère, et il travaille aussi, donc c'est un homme. Et les 2 autres vivent avec mon père, donc c'est un peu les pieds de mon père, parce que mon père ne voit pas, il est aveugle, il a perdu la vue il y a longtemps. Et ici, il n'en reste qu'un, parce que l'autre est parti en France. La mère est partie vivre en France et l'a emmené avec elle, et il me reste plus que le petit ici. Et donc je vois pas ceux qui sont à Saint-Domingue, ni ceux qui sont en France, aucun d'entre eux. Mais je leur parle tous les jours, avec chacun d'entre eux, un peu le matin, un peu l'après-midi et un peu le soir. Est-ce que tes enfants ont des papiers ? Non. Mes enfants, ils sont nés ici, mais ils n'ont pas la nationalité française. Ils sont nés donc en France, mais de parents immigrés, donc, parce que leur mère n'est pas française. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Je voulais vous remercier pour l'interview. J'espère qu'elle sera utile, même si c'est pas pour moi, parce que je sais pas s'ils me donneront l'opportunité, mais pour quelqu'un d'autre. Peut-être que les choses changeront, mais seront meilleures. La société française et guyanaise nous discrimine, même s'ils viennent de l'esclavage. Ce sont les personnes les plus racistes que j'ai rencontrées. Et en plus de ça, les entités qui sont là pour nous aider ne font rien d'autre que de chercher leurs propres bénéfices, sans penser aux personnes qui attendent de l'aide. Par exemple, on a une association pour les Dominicains ici, mais à quoi ça sert ? Parce que pour suivre un cours, on doit payer. Pour suivre un cours de français dans la même association de Dominicains, on doit payer. Même pour avoir une photocopie, on doit payer. Il n'y a aucune aide pour nous et c'est que de la politique politicienne. Ici, on est tout seul, quoi. Donc j'espère qu'on sera de meilleures personnes, pas seulement nous, mais nous tous, pas seulement dans les moments où on en a besoin, mais penser qu'à un moment donné, on peut tous être dans la même situation, ne pas juger les gens, nous mettre à leur place, et peut-être ressentir aussi le besoin de cette personne, enfin sa souffrance et tout ça. Donc merci pour tout. Et que Dieu bénisse la France et la Guyane. Moi, j'ai rien à dire. C'est pas à moi de juger, même si j'étais très maltraité ici. Et donc, je demande toujours une opportunité et j'abandonnerai pas, quoi. Je voudrais remercier José Luis pour son témoignage et Jude Roger Ruillant de l'avoir interprété. La traduction de celui-ci a été réalisée par Liliana Castaneda. Je remercie également l'équipe de la CIMAD pour ses explications et relectures. Le montage de cet épisode a été réalisé par Pierre-Éloi Fresneau avec des musiques de Morgane Alibert. Horizon Migration est un podcast de Camille Doms, en ligne sur toutes vos plateformes d'écoute.